qu'aujourd'hui le système scolaire est adapté aux capacités de mémorisation de chacun? Parce que finalement on se rend compte que sur 20 ans d'école, on va dire, il reste, je crois, quelque chose comme 20% de ce qu'on a appris, c'est ça? Non, je n'ai pas les chiffres exacts. Je ne sais pas qui a calculé, mais bon, il reste... il y a une étude de fait là-dessus, en tout cas. Il reste très peu de choses. Ben, si tu la retrouves, tu me la montreras. Parce que, bon, moi j'ai fait des études au collège, mais on testait en fin d'année, on n'a pas testé plusieurs années plus tard. Effectivement, c'était quelque chose d'intéressant. L'expérience montre qu'on oublie très très vite. On a tous appris qui étaient les 4 fils de Charlemagne, et puis enfin les 4 principaux fils, puisqu'il en a eu je ne sais plus combien, avec différentes femmes. Bon, on a tous oublié. Charles, Lothaire, enfin on a tous oublié, et on l'a su. Donc, et ça, ainsi de suite pour des tas de connaissances qu'on a appris à l'école. Alors cependant, il y a beaucoup de choses qui sont enregistrées dans notre mémoire, dans notre cerveau, qu'on a du mal à retrouver, mais qui sont là, quoi. Là. Alors certaines techniques montrent que on a gardé plus de choses qu'on ne le croit. Alors tout d'abord, les preuves de reconnaissance. C'est-à-dire que si on me mélangeait les noms, par exemple Henri, Charles, il y aurait bien un Charles, on verrait que je reconnais plus de choses que j'étais capable d'en rappeler. Alors, en laboratoire, par exemple, sur une liste de mots normaux, on reconnaît 70% de mots, alors qu'on en a rappelé que 40. C'est le rappel libre, ça c'est le rappel libre. Ouais, voilà. Donc si je donne une liste de 16 mots courants comme bateau, abeille, niche, ballon, etc., on en rappelle sans aide qu'environ 40%, c'est le fameux chiffre 7 magique. 9 images si ce sont des images. Mais en reconnaissance, on va être capable d'en reconnaître 11 ou 12, c'est-à-dire 70%. Et pour les images, c'est encore mieux puisqu'on en reconnaît 90%. Alors, il y a aussi une vieille méthode qu'on utilise peu parce qu'elle est assez compliquée à mettre en œuvre, qui s'appelle la méthode d'économie, c'est-à-dire de mesurer le temps initial d'apprentissage d'une liste par cœur, par exemple. Mettons, il va falloir 12 essais pour apprendre une liste de 24 mots par cœur. Et après, le lendemain, ou mettons un mois plus tard, on va la faire rappeler, on va s'apercevoir qu'on n'a plus que 5 et 15% de mots dont on se rappelle. Mais si on la fait réapprendre, on verra une économie. Par exemple, qu'il faut plus que 8 ou 9 essais sur 12. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie. Et c'est le pionnier de l'étude expérimentale de la mémoire, Hermann Ebbinghaus, allemand, qui a montré cette méthode. Et elle est toujours valable, mais elle prend du temps, donc elle est moins facile à mettre en œuvre. Toutes ces méthodes montrent qu'on enregistre beaucoup plus de choses qu'on ne pense. D'accord. Alors d'ailleurs, quand on va dans un lieu où on a vécu étant enfant, ou un lieu de vacances qu'on n'a plus revu depuis des années, des dizaines d'années, si les lieux n'ont pas changé bien sûr, c'est avec étonnement souvent qu'on revoit et qu'on retrouve des souvenirs extraordinaires, ce qui montre bien que la mémoire enregistre plus de choses qu'on ne Il suffit d'un petit indice des fois, voilà. Comme la Madeleine de Proust. Voilà. Et quelles sont les conditions nécessaires pour mémoriser une information sur le long terme? Je parle vraiment de manière générale. Si je voulais mémoriser un visage, un nom, un prénom par exemple, ou autre chose, mais est-ce qu'il y a une condition nécessaire? Alors, il y a une condition générale et des conditions spécifiques. Une condition générale qui est peu valorisée en France et qu'il faut revaloriser, c'est l'apprentissage par cœur. Le souvenir, en définitive, ce sont des connexions entre deux mondes. Ça ne se fait pas en une fois, sauf exception. Donc il faut des essais, comme le fait le professionnel, comme le fait le pianiste pour s'entraîner, comme le fait le sportif. Il faut répéter si on veut vraiment. Alors c'est là où l'école n'est pas très adaptée. Le primaire, bon ça va, mais au collège et au lycée, où on commence à vouloir faire apprendre beaucoup de choses, souvent l'enseignement est un temps de conférence. Le professeur fait un beau cours et puis renvoie au travail à la maison le travail d'apprentissage. Ouais.
Moi, je pense que dans la campagne présidentielle, ça a été évoqué, ça, à la fois par Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Je pense que tous les deux auteurs, en ciblant sur le travail, l'aide au travail supplémentaire, en fait, c'est à l'intérieur des heures de cours dévolues à une matière. Je ne sais pas s'il y a par exemple 6 heures d'histoire par semaine. Il faut faire des cours plus courts et au contraire apprendre. Il ne faut pas faire la conférence, puis alors aux enfants, vous apprendrez chez vous. Parce qu'apprendre par cœur, je pense qu'il faut quand même. Parce que quand on apprend par cœur, mais sans comprendre. Alors là, on entre dans le spécifique. Comme je disais, il y a un noyau général, c'est la répétition. Ouais. Maintenant, il y a du spécifique, et ça dépend des mémoires. Ouais. Alors, en particulier, ça fait très longtemps que, sur la base de travaux anglais ou américains, je distingue la mémoire lexicale et la mémoire sémantique. La mémoire lexicale, c'est la carrosserie des mots, c'est leur intégration phonétique, graphique, voire motrice pour l'écriture. Et ça, c'est le fameux apprentissage par cœur. On va faire des lignes. Pour qu'un enfant apprenne la lettre L, il va falloir qu'il écrive 10, 30, 50 fois. En revanche, pour le sémantique, c'est autre chose. On s'aperçoit que par des études du Canadien Tolving et puis moi-même en France, qu'il faut répéter des épisodes variés. Et on pense que les processus d'abstraction de la mémoire, du cerveau, vont abstraire de ces épisodes les éléments communs pour fabriquer le concept, la sémantique. Alors j'ai appelé ça l'apprentissage multi-épisodique. Et on l'a fait d'ailleurs avec beaucoup d'enseignants, du primaire, du collège, même du lycée. Au lieu de faire un seul cours, comme on le fait dans une condition commune, on présente sur une notion, par exemple en histoire ou sur la biologie, on fait une partie cours, une partie documentation, on fait un épisode qui est un travail pratique, un épisode qui va être un film, et on s'aperçoit que dans des questionnaires à choix multiples ou d'autres épreuves, de questions libres, les lycéens ou collégiens savent beaucoup mieux. Voilà. Le seul problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'en faisant ça, qui je pense est la bonne méthode, il faut beaucoup de temps. C'est un peu la question que je voulais poser tout à l'heure. Ben oui. Quand je disais tout à l'heure, il ne faut pas du temps justement pour mémoriser une information. Eh oui, il faut beaucoup de temps. Il faut pouvoir intégrer au niveau épisodique, au niveau sémantique, bien sûr. au niveau procédural peut-être aussi, non? Alors, alors là, le procédural, j'ai pas fait assez d'études, mais le procédural pourrait très bien intervenir. Le côté un peu manuel, parce qu'on voit les écoles Montessori. Exactement. Ils sont très pointus là-dessus. Voilà. Alors par exemple, en technique, c'est le cas. Pour être tourneur-fraiseur ou pour être coiffeur, il y a un savoir-faire qui nécessite l'apprentissage de gestes moteurs avec des milliers de muscles. Et là, il y a des gaps qu'il faut faire. Est-ce que tout ça, ça ne peut pas expliquer l'échec scolaire, dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas des individus, on va dire des enfants, qui sont plus à l'aise avec la partie manuelle, la procédure, on va dire, d'autres qui sont peut-être plus à l'aise avec la théorie, d'autres qui sont plus à l'aise, on va dire, avec l'expérience. Ouais, je pense aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire Donc, à l'école, oui, tu as raison. Moi, je pense que là, on fait pas. Bon, il y a beaucoup de choses très bonnes qui sont faites à l'école, hein, mais sur deux plans. D'une part, l'idée idéaliste, c'est le cas de le dire, que tout le monde est fabriqué pareil et va être fait pour des études universitaires ou polytechniques est fausse. Ouais. Il y a des élèves qui vont apprendre plus lentement et qui vont tout de suite être démotivés à l'école, et ça va de pair avec, à l'inverse, la dévalorisation du travail manuel qui est invraisemblable. Je pense qu'il est spécifiquement français, c'est pas le cas, je pense, en Allemagne, au Japon, en Russie, où les métiers manuels ont été très valorisés. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que dans la société, on va à juste titre monter en épingle des artisans exceptionnels, des bénisteries, et puis dans les faits, on ne va pas le faire. Donc ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Et ça serait bien, effectivement, qu'on revalorise enfin les métiers du technique, le dessin industriel, les métiers du bois, les métiers du fer, les métiers artistiques.
qu'il faut valoriser, quoi. Et puis le deuxième point, c'est sur la rapidité. Les études au collège ont montré qu'il y avait une surcharge indéniable et que tout était fait comme si l'enseignement était fabriqué pour les meilleurs éléments. Alors que de droite comme de gauche, on est pour une éducation pour tous, au moins au collège. On dirait que tout est fait pour qu'il y ait au contraire une sélection oui. très forte. Et Donc, l'étude que tu avais menée au collège de Haute-Zourme, là, c'était sur les mots. Combien de mots nouveaux en 4 ans? alors voilà, en 6e, on avait trouvé dans les livres qu'il y avait 6000 mots en plus du vocabulaire courant. Hein, les élèves en fin de primaire, ils ont acquis 9000 mots à peu près. Donc 6000 mots en plus. En moyenne, ils en ont retenu 2500. Les meilleurs élèves, c'est-à-dire 1% des élèves, en ont retenu 4000 sur les 6000. Et la moyenne, c'est 2600. Et il y en a qui n'ont acquis que 1000. C'est en 6e. En 6e. Et jusqu'en Et alors, ça va 3e. se prolonger, ça va même s'aggraver tout au long des années du collège. Donc en 4 ans, ils ont combien de... Alors, en 3e, par exemple, on a relevé 25 000 mots nouveaux en plus du vocabulaire courant. Et puis, ils en acquièrent à peu près 14 000 en moyenne. Ce qui est énorme. 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 Donc entre la Alors, il y a 6e et une la... réelle capacité. Cela dit, bon, ça fait des différences de milliers. Oui. Et puis, j'ai calculé qu'un tiers des élèves avaient échoué en cours de route. C'est-à-dire, par rapport à la cohorte qu'on avait en 6e, il y a un tiers des élèves qu'on ne retrouve pas en 3e. Donc là, effectivement, les écarts sont un peu moins grands, mais tout simplement parce qu'on a éliminé les moments, quoi. plus lents. Et oui. Non, là, je pense que le système n'est pas... Enfin, globalement, on a tout ce qu'il faut, je pense, parce qu'il y a une maturité, une expérience chez les professeurs d'histoire, de maths, de français. On a tout ce qu'il faut du point de vue des méthodes pédagogiques et des contenus. Simplement, dans les méthodes, il y a une surcharge et on ne privilégie pas l'apprentissage. Et donc, au résultat, tout se passe comme si c'était une grosse machine à sélectionner.